à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa. Cette semaine, dans votre magazine de l'économie et de l'entreprise, nous explorons les exigences européennes de transparence en termes d'exploitation des minerais et nous suivons l'actualité du libre-échange sur le continent. Mais tout de suite, voici les titres. La transparence de l'extraction aurifère, promesse de prospérité économique, c'est ce que préconisent des experts africains des minerais. Ça nous permettrait d'avoir des mécanismes ou des outils pour contraindre les entreprises multinationales à respecter les droits humains ou en tout cas à rendre responsable l'ensemble de la chaîne des valeurs de l'extraction des minéraux critiques ou des minéraux stratégiques. Presque 10 ans d'existence et 10 000 tonnes de déchets électroniques recyclés, focus sur l'entreprise Oui, un des nouveaux champions kenyans de l'économie circulaire. To date, we have done over 10,000. À ce jour, nous avons éliminé plus de 10 000 tonnes de déchets électroniques, ce qui représente une économie de plus de 14 400 tonnes de CO2 pour la planète. We've served over, Et nous avons servi, je pense, plus de 8 000 clients en Afrique. De jeunes Béninois sans emploi se convertissent à l'agriculture bio et rencontrent une forte demande de consommateurs en quête de produits sains. Que l'agriculture écologique ou biologique n'est pas la chose la mieux partagée. Il y a très peu d'agriculteurs qui s'investissent dans ce domaine. Et même au niveau justement des pouvoirs publics, les efforts pour booster cette agriculture n'y sont pas. Étain, tungstène, tantal et or, des minéraux essentiels à la prospérité de l'Afrique. On les appelle les 3 TG et le Parlement européen est actuellement en train d'examiner un audit du fonctionnement d'un règlement sur l'approvisionnement de ces 4 minéraux entré en vigueur il y a 6 ans. Mais parallèlement, une vingtaine d'ONG tirent la sonnette d'alarme sur l'échec du règlement à atteindre ses objectifs clés. Briser le lien entre l'exploitation minière et le financement des conflits, tout en permettant des avancées pour les droits de l'homme. Qu'en pensent les experts africains? Notre correspondant Sayo Kourma les a interrogés sur la question de l'or. Regardez. En 2021, l'Union européenne a adopté un règlement ambitieux visant à s'assurer que les minerais tels que l'or ne financent pas des conflits armés. Ce règlement cherche à promouvoir un approvisionnement responsable de ces métaux essentiels dans les secteurs de l'électronique et de l'aérospatial ou encore de la transition énergétique. Cet audit revêt une importance cruciale pour le continent, en particulier pour les pays d'Afrique de l'Ouest, qui se classent au 3e rang des zones les plus riches en terres aurifères de la planète. Il est donc impératif que les ressources naturelles du continent contribuent au développement durable plutôt qu'à des conflits. Tous ces pays africains qui sont en conflit sont des réservoirs d'or. Donc c'est important parce qu'il faut contrôler cette relation entre ces masses d'argent et les guerres et les conflits. Aujourd'hui, c'est un problème clé. L'or est une matière première importante parce que c'est un refuge de valeur. C'est important de contrôler cet or-là. Il ne faut pas que ça devienne une source de financement des conflits. Je suis heureux que cette décision soit prise par l'Union européenne. J'espère qu'ils iront au bout et qu'ils réussiront à contrôler ce commerce. En 2019, Crisis Group a tiré la sonnette d'alarme. L'organisation internationale a révélé que des groupes armés, y compris des djihadistes, utilisaient les mines d'or au Mali, au Burkina Faso et au Niger comme source de financement. Les revenus liés à l'or des groupes armés auraient augmenté de 25 à 40% en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. Les experts soulignent que de plus en plus de zones aurifères en Afrique sont touchées par les conflits. Moi, je demanderais à ce que l'Union européenne peut-être assiste ces pays dans lesquels ces exploitations se font pour essayer de travailler sur la traçabilité effectivement ces minéraux. D'où proviennent ces minéraux, quels sont les acteurs derrière l'exploitation de ces minéraux pour essayer de s'assurer que ces minéraux proviennent effectivement des zones non conflictuelles, des zones qui n'ont pas de difficultés et d'où ces communautés dans lesquelles ces exploitations se font en bénéficient. C'est ce qui, moi, je pense qui est important ici. Plus récemment, en octobre 2023, 20 organisations non gouvernementales ont appelé l'Union européenne à renforcer ses réglementations, notamment en exigeant des importateurs de garantir la traçabilité des minéraux jusqu'aux mines d'origine et d'imposer des sanctions en cas de non-conformité répétée.
Alors même que plus de 10 millions de personnes travaillent illégalement dans les mines artisanales en Afrique, l'intégration de ces secteurs dans l'économie formelle des pays producteurs est un enjeu crucial pour améliorer la transparence de la filière. Le secteur artisanal reste vraiment la vraie inconnue parce que c'est difficile de tracer la production du secteur artisanal. Alors, qu'est-ce qui doit être fait pour intégrer le secteur artisanal dans la transparence? Je pense qu'il y a des complications. Et la plupart de ces pays, le système de contrôle, de suivi de ces projets miniers n'est pas tellement efficace. Ça fait défaut. C'est là où il y a effectivement le problème. L'audit européen peut contribuer à renforcer la gouvernance minière en Afrique et à promouvoir une transition énergétique responsable. Mais il incombe aussi à l'Afrique de surveiller attentivement la manière dont cette gouvernance est mise en œuvre sur le continent, en s'assurant que ces précieuses ressources contribuent au développement durable et ne servent pas de source de financement au conflit. Cet audit rentre dans le processus que l'Union européenne est en train de mettre en place depuis quelques années. Ce processus vise en réalité à diligenter l'ensemble des chaînes d'approvisionnement, pas que l'or seulement, mais des minéraux de transition, à diligenter leur caractère responsable, c'est-à-dire le caractère social, le caractère environnemental et le caractère de gouvernance. Cet audit rentre dans ce cadre-là. Donc pour moi, c'est une très bonne chose. Les recommandations de cette diligence-là vont permettre d'améliorer le processus de gouvernance au niveau local et à l'échelle également internationale. L'Afrique est un acteur majeur dans la production de minéraux et cet audit peut influencer la manière dont le continent gère ses ressources naturelles. Car sa déréglementation peut également encourager des pratiques responsables dans toute la chaîne d'approvisionnement mondiale et favoriser des progrès des droits humains. Moi, en tant que promoteur de droits humains, en tant que promoteur de l'exploitation minière responsable, je pense que c'est une excellente chose qu'il y ait plus de diligence de la part des entreprises. Ça nous permettrait d'avoir des mécanismes ou des outils pour contraindre les entreprises multinationales à respecter les droits humains ou en tout cas à rendre responsable l'ensemble de la chaîne des valeurs de l'extraction des minéraux critiques ou des minéraux stratégiques. Selon l'avis de ces experts, le continent doit montrer son engagement envers la transparence et la responsabilité dans l'exploitation de ses ressources, renforcer la confiance des investisseurs internationaux et promouvoir le développement durable. Cela passera notamment par des réformes pour moderniser la filière des mines et intégrer le secteur artisanal, une source d'emploi pour des millions de personnes en Afrique. Et pour mieux comprendre la situation dans laquelle se trouvent de nombreux pays producteurs africains de ces minéraux, je suis rejointe par Lotte Hoeks, chercheuse à l'Institut indépendant IPIS, une spécialiste du secteur minier du continent. Lotte Hoeks, bonjour et bienvenue sur Business Africa. Tout d'abord, une constatation, très peu de gouvernements africains semblent conscients des exigences du règlement européen pour l'approvisionnement en 3TG. Comment l'expliquez-vous ? Selon moi, deux raisons principales expliquent cette méconnaissance. Tout d'abord, l'Union européenne n'a jamais réellement tenté d'informer les pays producteurs ou les organismes gouvernementaux concernés dans les pays producteurs de ce règlement à venir. Deuxièmement, nous avons constaté que le niveau de transparence demandé par les entreprises de l'Union européenne est assez faible. Ainsi, à l'heure actuelle, il est encore très difficile de savoir d'où vient un minerai sur le marché européen, quel est son pays d'origine. Et en raison de ce manque de transparence, il est en fait très difficile de répercuter les obligations sur les pays producteurs. Mais alors, que doivent faire les administrations des pays africains concernés ? Je pense que le point positif de ce règlement européen est qu'il n'a pas réinventé la roue, il n'a pas établi ses propres règles, il a intégré une norme internationalement reconnue, à savoir les lignes directrices de l'OCDE en matière de diligence raisonnable. Les administrations minières et les producteurs des pays producteurs de 3TG doivent respecter et mettre en œuvre ces lignes directrices de l'OCDE
en matière de diligence raisonnable. En pratique, cela signifie très concrètement le respect des droits de l'homme au niveau de la production, de l'exploitation et du commerce, ainsi que des droits du travail, par exemple. Mais le lien avec les conflits est également très important dans cette loi. Ainsi, aucune implication de groupes armés ou de l'armée gouvernementale dans l'exploitation ou le commerce de ces minerais n'est possible. Et comment mieux cibler le secteur artisanal dont la production est très difficile à contrôler? De toute évidence, il s'agit d'un secteur essentiel qui emploie une main-d'œuvre vraiment importante, très utile à l'économie des pays producteurs. Ce n'est donc pas un secteur qui peut être exclu par ces nouvelles règles. Les orientations de l'OCDE en matière de diligence raisonnable sont très claires à ce sujet. Les entreprises ne doivent pas éviter de s'approvisionner, c'est-à-dire d'acheter leurs minerais dans une zone touchée par un conflit, mais aussi dans le secteur artisanal et à petite échelle. However, at the same time, it also means that the mining administration has still quite. Toutefois, cela signifie également que l'administration minière a encore beaucoup de travail à faire pour formaliser ce secteur de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, afin qu'il soit prêt pour ces règles plus strictes en termes de respect des droits de l'homme. Un autre élément est la transparence. Il est important qu'il y ait un niveau de transparence qui permette de savoir clairement quelles étaient les circonstances de l'exploitation minière, mais aussi d'où viennent les minéraux à l'intérieur du pays, de quelle zone minière, quelles sont les circonstances dans cette zone minière. Parce que si tout cela est très peu transparent et inconnu, une entreprise préfère souvent ne pas prendre le risque de s'approvisionner dans cette région, car elle ne sait pas quels risques elle ne prend pas en compte, ou bien à quelle potentielle violation des droits de l'homme elle peut se trouver confrontée. Le T-Hux, merci beaucoup. Vous le savez, c'est à la fin du mois que va se tenir à Dubaï la prochaine conférence des Nations Unies sur le climat, la COP28. À l'approche de ce rendez-vous, un développement capital est intervenu il y a quelques jours avec la signature d'un compromis. Il s'agit d'un accord sur un futur fonds destiné à prendre en charge les pertes et dommages climatiques des pays vulnérables. Les négociateurs se félicitent d'un pas en avant décisif, mais de nombreux acteurs du climat critiquent l'absence de plan de financement et le refus des pays développés d'endosser le principe de contribution obligatoire au futur fonds. Et nous restons dans le domaine de l'environnement pour nous tourner vers la problématique des déchets électroniques. Ils représentent des millions de tonnes et l'état des lieux est particulièrement inquiétant en Afrique. Des pays comme le Nigeria ou le Ghana suffoquent sous les importations de matériel électronique d'occasion dont 25% est déjà inutilisable à l'arrivée. Au Kenya, seulement 10% des déchets électroniques sont recyclés. À Nairobi, notre journaliste Jefferson Kainu s'est rendu dans une entreprise sociale spécialisée dans cette économie circulaire. But, redonner vie à des machines usagées et prélever de précieux matériaux. Regardez. On estime que le Kenya génère plus de 50 tonnes de déchets électroniques par an et que seul 1% de ces déchets est correctement recyclé. Avec la pandémie et le télétravail, les importations d'appareils électroniques neufs et d'occasion ont augmenté, mais la gestion des déchets électroniques reste un véritable casse-tête pour le pays. Donc, lorsque vous avez un énorme appétit pour la consommation d'électronique, il y a aussi des déchets électroniques équivalents qui seront éliminés. L'empreinte carbone de l'électronique est estimée à environ 3,7% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Le recyclage des déchets électroniques des décharges réduit les émissions de méthane qui sont 25 fois plus puissantes que le dioxyde de carbone. À ce jour, nous avons éliminé plus de 10 000 tonnes de déchets électroniques, ce qui représente une économie de plus de 14 400 tonnes de CO2 pour la planète. Et nous avons servi, je pense, plus de 8 000 clients en Afrique. Nous leur offrons ainsi une alternative très sûre aux méthodes traditionnelles d'élimination des déchets électroniques. La gestion à long terme des déchets électroniques exigerait que les entreprises aient une responsabilité producteur élargie pour gérer le nombre croissant de déchets. Mais il y a toujours un problème de mentalité.
Les gens ne comprennent pas à quel point c'est mauvais, de la même manière que vous avez des gens qui ne comprennent pas à quel point le changement climatique est néfaste pour la planète. L'Afrique a été utilisée par d'autres nations comme une destination clé pour les déchets électroniques, mais des pays comme le Kenya ont mis en place une législation pour y mettre fin. Peu de pays africains disposent d'un mécanisme de recyclage des déchets électroniques en raison du coût élevé des machines nécessaires pour lancer de tels projets. Nous avons encore des pays en Afrique qui n'ont pas de solution. Mais en tant qu'entreprise, nous avons établi des partenariats avec d'autres pays africains. Nous avons créé, ou plutôt nous avons une présence, dans 15 pays du continent. Nous construisons également leurs capacités au fur et à mesure que WeCenter se développe et s'étend. Ainsi, dans certains de ces pays, nous avons des opérations directes. Dans d'autres, nous avons établi des partenariats avec des acteurs de ces pays. Des efforts supplémentaires sont nécessaires après la décision unanime de la Communauté d'Afrique de l'Est, la CAE, d'interdire le déversement de déchets électroniques dans la région à partir de 2021. Nous sommes en grande partie des importateurs, ce qui signifie que nous ne dictons pas les normes des équipements technologiques qui entrent dans nos pays. Ce qui signifie que nous avons plus de déchets parce que les cycles de vie de ces produits sont plus courts, alors que peut-être en Occident, vous auriez un produit qui sert ou atteint sa durée de vie après 20 ans. Ici, cela prend peut-être 5 à 7 ans, ou même moins dans certains cas, et cela génère et exacerbe la quantité de création de déchets. Les importateurs et les revendeurs d'appareils électroniques seront responsables du traitement des déchets électroniques générés, a décidé la Communauté d'Afrique de l'Est. Cela fera grimper les prix, la plupart des importations provenant d'Australie, du Japon, de Chine et du Canada. Atteindre la circularité avec les déchets électroniques est possible. Le défi que nous avons en Afrique, et le Kenya est également un pays africain, est que nous ne contrôlons pas beaucoup de systèmes de production qui produisent beaucoup de nos équipements. Que ce soit les voitures que nous conduisons, les téléviseurs que nous regardons, les machines à laver que nous utilisons, les téléphones portables que nous utilisons, ils ne sont même pas sous notre contrôle de fabrication réel. Et donc le défi réside ici. Même à partir de l'extraction ou la récupération de matériaux utiles à partir de déchets électroniques, nous devons toujours les exporter vers les pays qui produisent ces équipements pour nous. Alors que si nous avions des lignes de production dans le pays, nous serions en fait en mesure de consommer ces matériaux localement, de les faire circuler à nouveau dans le système, et nous n'aurions besoin que de très peu de matériaux vierges pour compléter sur la base des pertes que nous aurions faites en termes de processus de recyclage. Mais le défi est que nous ne maîtrisons pas nos systèmes de production. Même si les déchets électroniques sont dangereux et nocifs, il existe quelques situations où ils ont contribué à la croissance du continent en créant des emplois. Actuellement, en Afrique, le secteur informel du recyclage et de la collecte des déchets électroniques rapporte entre 22 centimes et 9 $ par jour et par personne. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. Quel futur pour l'AGOA? Le forum de Johannesburg sur les accords de libre-échange entre les États-Unis et les pays d'Afrique subsaharienne s'est conclu sur un appel unanime de 35 pays africains éligibles à renouveler le dispositif créé en 2000. Les accords prennent fin en septembre 2025 et la plupart des États africains réclament une extension de 10 ans, mais aussi des critères d'éligibilité moins stricts. Le président américain Joe Biden s'est prononcé en faveur de l'extension et a demandé au Congrès d'agir avant l'expiration de l'accord. Mais il a aussi retiré 4 pays du dispositif pour non-respect des critères d'éligibilité. Il s'agit de l'Ouganda, de la République centrafricaine, du Gabon et du Niger. Et le continent poursuit inlassablement ses propres travaux de libéralisation du commerce. Dernière démarche en date, un forum s'est tenu à Accra pour parler de l'avenir des marchés de matières premières. Objectif, établir une nouvelle association des marchés de matières premières africains, the Association of African Commodities Exchange, la ACX,
À la clé, un dispositif commun pour la mise en route d'opérations intra-africaines sur ces marchés sur la base des règles de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine entrée en vigueur en 2021. Les présidents de bourses de matières premières du Zimbabwe, du Ghana, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire et de la Tanzanie ont été nommés au comité directeur de la nouvelle association. Au Nigeria, les conditions d'infrastructure et d'insuffisance des investissements dans le secteur pétrolier sont en train d'aboutir à un paradoxe. La société publique nigériane de pétrole Nigerian National Petroleum Company Limited va devoir importer 110 000 barils de pétrole brut d'Arabie Saoudite et du Venezuela pour alimenter la raffinerie Kaduna qui doit rouvrir l'année prochaine après une longue période de rénovation. Le Nigeria produit actuellement 113 millions de barils de moins que prévu par son quota OPEP. Cela représente une perte de près de 9 milliards de dollars sur les 7 premiers mois de l'année. La tendance des fermiers et entrepreneurs continue sa lancée en Afrique et elle s'étend rapidement aux produits issus de l'agriculture biologique. Le Bénin est l'un des pays les plus en pointe puisque c'est à Porto Novo qu'a été fondée en 1985 la ferme bio Songhai, désignée centre d'excellence pour l'agriculture par les Nations Unies. Plus de 35 ans après, de jeunes Béninois sans emploi poursuivent ce modèle d'entrepreneuriat en s'organisant en association. Notre correspondant Lydia Zogba a suivi les jeunes entrepreneurs de l'association Les Jardins de l'Espoir et le marché fermier qu'ils ont initié pour le plus grand plaisir des consommateurs. Regardez. Nous sommes ici au marché de Ménotin, au cœur de Cotonou, Bénin. Sur ce marché, il est difficile à première vue de séparer les produits biologiques des produits conventionnels. Les pesticides chimiques ne sont pas si faciles à détecter pour les consommateurs. Et pourtant, leur absence ne facilite pas la vie de ces agriculteurs bio qui font face aux ravageurs, maladies et mauvaises herbes. Le bio est une forme de culture peu attractive dans un pays en voie de développement. La culture de rente à très grande échelle semble à beaucoup d'agriculteurs la seule capable de générer des devises étrangères. Cela explique que très peu d'agriculteurs font le choix du bio. Installé à Toribosito, à environ 1 heure de route de la capitale économique Cotonou, depuis plus de 5 ans, Femi Kochoni est de ceux-là. Il pratique de l'agriculture bio sur une superficie de 3000 m² et son principal souci, c'est la valorisation de ses produits bio. Que l'agriculture écologique ou biologique n'est pas la chose la mieux partagée. Il y a très peu d'agriculteurs qui s'investissent dans ce domaine. Et même au niveau justement des pouvoirs publics, les efforts pour booster cette agriculture n'y sont pas. Mais il y a également la question du marché. Au marché, les produits bio sont vendus au même prix que les produits conventionnels. Pour être sûr de ce qu'ils consomment, les acheteurs de produits bio cherchent et identifient les jardins qui pratiquent cette forme d'agriculture. C'est le cas de Merveille Nanoukon, une jeune coiffeuse résidant à Fidjosé à Cotonou. Elle n'hésite pas à traverser toute la ville pour s'approvisionner en légumes bio à la ferme Le Jardin de l'Espoir d'Ousmane. La plupart du temps, moi, je prends les légumes, et comme vous le voyez là, et comparativement aux produits chimiques, les produits bio sont les meilleurs, puisque ça prend du temps à se détériorer. On a ça fait une bonne conservation et le goût aussi, ça diffère. Donc moi, j'aime bien consommer bio. C'est avant tout pour répondre à cette demande croissante que Femi Kochoni et ses amis ont lancé en août 2021 le marché fermier. Il s'agit d'un marché 100% bio, bimensuel, qu'ils financent eux-mêmes. 7 jardiniers animent ce marché qui accueille une centaine de clients. Pour assurer les revenus des cultivateurs bio, les produits y sont vendus plus chers que sur le marché d'agriculture conventionnelle. Faisons tout pour que l'agriculteur soit rémunéré à un juste prix. Notre objectif, bien sûr, d'ici 3 ans, est d'arriver à inverser la tendance actuelle, donc 70% valorisé sur le marché fermier et 30% sur le marché conventionnel. Le marché fermier est la seule initiative où l'on peut trouver des produits certifiés bio au Bénin. La duplication de cette initiative dans le reste du pays pourrait favoriser les agriculteurs qui investissent dans le bio et cherchent à transmettre leurs techniques. Nos clients, c'est ceux qui connaissent vraiment les valeurs de nos légumes. Maintenant, par exemple, si c'est moi, aujourd'hui, on me dit de produits bio avec moi, comment ça se passe? Parce que je ne me gêne pas pour payer les produits, insistide là, pour faire le traitement.
avec à la base de feuilles, des nimes qui est sous la ferme. Je prends et je les pile et je les trempe dans l'eau. Quand on fait le traitement, si les insectes volants ou bien les vers viennent manger les feuilles, ils vont trouver les goûts sont différents. Donc c'est amer ou bien c'est pimenté, c'est des choses comme ça. Donc on les renvoie. Ce n'est pas qu'on les tue. Voilà notre traitement. Pour en réussir aussi, c'est nous-mêmes qui faisons notre propre compostage. On prend les feuilles mortes et les feuilles secs, on mélange avec les bousses des vaches et les fientes et les déchets de charbon, on mélange. Donc c'est ça, avec ça on prend pour fertiliser les sols. Un savoir-faire traditionnel qui revient rapidement d'actualité et qui pourrait donner à l'Afrique une véritable expertise. Et surtout, la capacité de se constituer en un nouveau réservoir de produits bio. Selon une étude réalisée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, en 2017, l'Afrique dispose de près de 60% des terres non cultivées du monde. L'Afrique, qui est un continent pauvre, est le seul continent aujourd'hui où il y a la chance d'avoir encore du naturel. Parce que le paysan africain n'a pas les moyens d'utiliser sauvagement les produits chimiques, n'a pas les moyens d'acheter des engins lourds pour répandre de façon anormale des produits chimiques sur son sol, n'a pas les moyens de produire 2000 hectares seul. Nous avons encore des semences naturelles en Afrique. Certes, elles sont menacées, mais c'est le moment de prendre conscience de ce qu'il faut les sauvegarder. Il faut créer des greniers de semences naturelles. Face aux semences manipulées, aux semences qui ont été transformées, aux semences dont les gènes ont été modifiés et qui, une fois plantées, deviennent une menace pour l'environnement et pour la santé des consommateurs. Pour Femi et ses amis, le marché a en tout cas déjà remporté son pari de sensibilisation. Clairement, les portes sur une note de satisfaction générale. Nous avons lancé cette initiative pour mettre à la portée du consommateur des fruits et légumes sains, sans résidus de pesticides et d'engrais chimiques. Nous n'avons pas voulu pour une classe aisée, nous l'avons voulu pour toute la population. Et en regardant justement les différents segments qui sont arrivés ici, de clients qui sont arrivés ici, je peux dire que pour cette deuxième édition, nous avons atteint notre objectif. La feuille de route est déjà tracée. Dupliquer les marchés bio dans tout le Bénin avant de les étendre à toute la sous-région. Avec une cible centrale devenue leader de la distribution des produits agroécologiques de toute l'Afrique de l'Ouest. La région ne compte encore que pour 17% des surfaces cultivées bio du continent. Mais la tendance est à la multiplication des initiatives locales, avec déjà de belles performances d'exportation pour certains produits comme l'ananas bio du Bénin ou le soja togolais. Voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure pour Initiative Africa. Je recevrai Marc Lavergne, directeur de recherche émérite au Centre national de recherche scientifique en France et un grand spécialiste du Soudan. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site africaonair.com et nous suivre sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter en utilisant le hashtag Business Africa. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.